L'hérésie du docteur Herzl. Pendant les 6 années de 1897 à 1903, le docteur Theodor Herzl de la New Free Press de Vienne fut une figure mondiale d'un genre entièrement nouveau. Il avait créé le sionisme comme une force politique organisée et cela avait provoqué sa fin et celle de quelques autres qui le suivi ce chemin. Il avait lancé au milieu des affaires de l'Occident comme un pétard chinois. Pourtant, il n'était qu'une ombre sans substance, le produit des cafés de Schachertort et des cafés Mate Schlagabs. Ils étaient comme hommes utilisés pour ses relations par l'astucieux fondateur d'une société et abandonnés quand la création était lancée. Il ne fut jamais réellement le leader et commença à se rendre compte avec un choc d'alarme à son premier congrès de 1897 quand une communauté juive russe s'éleva sous nos yeux dont nous n'avions pas même soupçonné la force. En 1904, la pleine réalisation de sa captivité l'avait tué. Il écrivit un jour qu'à Bâle en 1897, j'ai fondé l'État juif. J'ai traqué les gens dans le sentiment d'État et leur ai transmis l'émotion qu'ils étaient l'Assemblée nationale. Les 6 années suivantes montrèrent par des événements factuels ce que Léon Pinsker avait voulu dire en 1882 par exercer une pression irrésistible sur la politique internationale du moment. Herzl, le journaliste viennois né à Budapest, entreprit un tour triomphal des grandes capitales et se lança dans un vol scintillant comme s'il allait de trapèze à travers le haut monde. Les empereurs, potentats et d'hommes d'État le reçurent comme le porte-parole de tous les juifs, et le contraste entre ce qu'il pensait et ce qu'il aurait dû savoir est impressionnant. Comme son premier lieutenant Max Nordau le dit après sa mort, ouvrez les guillemets, notre peuple avait Herzl, mais Herzl n'eut jamais de peuple. Le rabbinat talmudique à l'Est, qui dédaignait ce faux messie, se tenait entre lui et toutes les foules qui lui suivaient. Le monde dans lequel ils évoluaient semblait ferme et bien fondé. La veuve de Windsor et le vieux monsieur l'empereur François-Joseph Ier, le Schönbrunn, étaient aimés de leur peuple. Le jeune homme de Berlin grandissait et mûrissait. Le tsar était toujours le père de son peuple. Le droit des hommes à la procédure judiciaire était partout affirmé. Le servage industriel cédait graduellement la place à de meilleures conditions, mais partout les dirigeants et les politiciens connaissaient et craignaient le danger que ce processus estimé comme bénéfique si on lui donnait du temps, soit arrêté et détruit par la révolution mondiale, car à ce moment-là, la société secrète de Weishaupt s'était transformée par le réseau des sociétés secrètes d'Israéli en parti communiste organisé dans tous les pays. La méthode d'Herzl fut d'exploiter cette crainte générale pour son but particulier, l'État juif. Herzl offrait la paix intérieure si l'État était soutenu et la révolution s'il ne l'était pas. Et il prétendait parler au nom de tous les juifs. En cela, il est bien sûr implicite qu'il savait que la direction révolutionnaire était juive, et il confirmait ainsi, plusieurs décennies plus tard, ce que Disraeli et Bakounine avaient dit. Sa croyance en la méthode qu'il utilisait s'exprime dans son expression célèbre. Ouvrez les guillemets, quand nous coulons, nous devons un prolétariat révolutionnaire. Quand nous nous élevons, s'élève le pouvoir terrible de notre porte-monnaie. Il dit ainsi à un grand-duc de Baden qui diminuerait la propagande révolutionnaire en Europe proportionnellement au soutien que son ambition territoriale recevrait de la haute autorité. Puis il fut reçu par le Kaiser casqué, monté sur un destrier aux portes même de Jérusalem, et l'empereur consentit à présenter au sultan l'offre de Herzl d'une société sioniste agréée en Palestine sous protection allemande. Quand rien n'en sortit, Herzl menaça le Kaiser, lui aussi de révolution. Ouvrez les guillemets, si notre travail n'aboutit pas, des centaines de milliers de nos partisans rejoindront d'un seul coup les partis révolutionnaires. Puis en Russie, il fut reçu par le tsar lui-même, à qui il parla en termes semblables. Vers cette période, le troisième congrès sioniste mondial eut lieu, et la décision fut prise que chaque juif qui en devenait membre reconnaissait la souveraineté de l'État juif encore mythique. Le rabbin Elmer Berger dit d'un air découragé qu'en conséquence, cette existence juive collective et ghettoisée redevenait une réalité.
et existait maintenant à une échelle plus grande qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Puis Herzl vit un autre potentat, le sultan de Turquie. Rien de tangible ne sortit de tous ces voyages, mais le coup de maître était à portée de main, car Herzl transféra alors ses activités en Angleterre. Là aussi, il y avait apparemment accès aux plus hautes sphères, car l'une des actions décisives de l'histoire mondiale se préparait. Les Britanniques, qui étaient alors dans leur berceau, et leurs enfants et petits-enfants allaient être pris au piège des conséquences de cette entrevue non archivée, qui permit au docteur Herzl de Vienne d'ordonner d'être reçu par les grands de tous les pays et qui s'assura qu'ils écoutent des demandes qui étaient impérieuses et également intimidatrices. Évidemment, les portails royaux, sa propre expression, ne seraient pas ouverts à lui simplement parce qu'il avait appelé à un congrès de 197 hommes à Bâle et que ce dernier avait passé une résolution. D'autres plus puissantes que lui durent intercéder pour mettre de côté porteurs, portiers, laquais, secrétaires, chambellans, et ceux dont la tâche est de maintenir les importuns loin de leur maître. À ce point, le présent récit entre le domaine le plus secret et jalousement gardé d'entre nous, on peut maintenant montrer les origines de la Révolution mondiale, ses buts et la supposition juive de son leadership, d'après la masse de preuves écrites qui s'est accumulée. L'existence du réseau d'Israéli s'étendait sur la superficie de la terre et connue de tous. La nature du prolétariat révolutionnaire est claire, mais il y a aussi ce second réseau d'hommes influents au niveau supérieur, où le pouvoir du porte-monnaie peut être utilisé pour exercer une pression irrésistible sur la politique internationale du moment, jusqu'à maintenant via les dirigeants et politiciens. Ces réseaux d'hommes œuvrant dans tous les pays à fin commune est celui qui doit avoir permis à Herzl de pénétrer avec ses camarades dans les plus hautes sphères. Tous les observateurs expérimentés connaissent l'existence de cette force au niveau le plus haut des affaires internationales. Les propagandistes sionistes prétendent que l'opposition juive au sionisme est seulement venue de notables juifs, de magnats juifs et de riches juifs. Ces expressions se retrouvent à plusieurs reprises, par exemple dans le livre du docteur Weizmann. En fait, la division au sein du judaïsme était verticale, chez les riches comme chez les pauvres. Et quoique la majorité des juifs occidentaux fût à cette époque violemment opposée au sionisme, la minorité comprenait des juifs riches et célèbres. Seuls ces derniers ont pu permettre au spectre du sionisme, en la personne du docteur Herzl, de s'introduire soudainement par un saut à la Nijinsky dans les cours et les cabinets, d'où il se mit à entrer et sortir comme s'il était né privilégié. Ceux qui l'aidèrent étaient clairement alliés avec le corps compact et organisé des sionistes, les communautés talmudiques de Russie. Le docteur Kasten dit que l'exécutif mis en place par les 197 hommes à Bâle était la première incarnation d'une véritable internationale juive. Autrement dit, quelque chose qui existait déjà reçu une expression visible. Une internationale juive existait déjà et était assez puissante pour ordonner partout des audiences royales, princières et ministérielles pour le docteur Herzl. Le chercheur ne pourra se faire une idée de ce réseau international d'hommes à la même vision, au plus haut niveau. À l'époque, le docteur Herzl, qu'en ressemblant soigneusement des aperçus et des fragments significatifs, à notre époque, son existence et ses actions concertées sont clairement démontrables à partir de la masse croissante de littérature, comme ce livre le montrera dans ses chapitres suivants. Par exemple, le docteur Weizmann raconte qu'il est dit que le docteur Herzl que Sir Francis Montefiore, un juif de premier plan en Angleterre, était un imbécile, ce à quoi Herzl répondit, ouvrez les guillemets, il m'ouvre les portails royaux. À nouveau, un certain baron de Hirsch était le protecteur financier en chef d'Herzl et un partisan de ce baron de Hirsch, le comte Karl Loyer, en citant des documents des archives secrètes de la cour impériale à Vienne, dit que le prince héritier Rodolphe d'Autriche souhaitait faire un don à une amie avant son suicide à Merjeling, obtient 100 000 gulden du banquier du baron Hirsch en échange d'un acte de gentillesse qu'il avait fait en décembre. Quand il invita le banquier à rencontrer le prince de Galles, le futur roi Édouard VII,
Le baron de Hirsch, suite à cette introduction, devint un proche du prince de Galles et le banquier privé et conseiller financier du futur roi d'Angleterre. Ils étaient aussi le beau-frère d'un certain monsieur Bishopshem de la maison financière juive de Bischofsheim et de Goldmich à Londres, dont un juif allemand très riche, Sir Ernest Cassel, était membre. Sir Ernest, comme le dit M. Briand Colnell dans une étude biographique, hérita de l'amitié du baron de Hirsch avec le futur roi. Ouvrez les guillemets, là où Hirsch avait été un intime, Cassel devait devenir l'ami personnel le plus proche d'Édouard VII. Il fut en effet le dernier proche du roi à l'avoir vu vivant, le roi le jour de sa mort, insistant pour maintenir un rendez-vous avec Sir Ernest et se levant pour s'habiller pour l'occasion. Dans la suite de ce récit, M. Connell dit, ouvrez les guillemets, la petite fraternité internationale dont il, Sir Ernest Cassel, est devenu peut-être le membre principal, se composait de tous les hommes avec des passés semblables au sein des gens qu'il approchait au cours de ses voyages prolongés. Il y avait Max Warburg, le chef de la grande banque privée à Hambourg, Edouard Noetzlin, le président honoraire de la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris, Franz Philipson à Bruxelles, Wetterm et Gompertz à Amsterdam et par-dessus tout Jacob Schwipp de la société de Kuhn, Loeb et compagnie à New York. Les liens de race et d'intérêt liaient ces hommes. La toile de leur communication tremblait au contact le plus léger. Ils entretenaient entre eux un réseau incroyablement précis d'intelligence économique, politique et financière au niveau le plus haut. Ils pouvaient retirer leur soutien ici, fournir des fonds complémentaires là, déplacer des sommes d'argent immenses avec la rapidité de la foudre et la dissimulation d'un bout à l'autre de leur empire financier et influencer les décisions politiques de nombreux pays du monde. Les liens de race et d'intérêt, la toile, le réseau, l'intelligence au niveau du plus haut, déplacer des sommes d'argent immenses, influencer les décisions politiques. Il ne peut raisonnablement y avoir aucun doute que c'était l'internationale juive sur laquelle le docteur Castaing écrivit et le mécanisme qui fonctionnait par-delà toutes les frontières nationales pour soutenir le docteur Herzl. Rien de moins ne pourrait expliquer l'action qui prit le gouvernement britannique. Et s'il y avait un doute antérieur à propos de l'action concertée de cette force supérieure et distincte des nations, les événements de notre milieu de siècle l'ont supprimé. Avec un tel pouvoir derrière lui, le docteur Herzl était dans une position pour faire des demandes et des menaces totales. Les hommes puissants qui formaient ce directoire international, le terme n'est pas trop fort, pouvaient bien, à ce moment-là, en tant qu'individus, ne pas croire au sionisme. Ils y étaient peut-être même opposés en privé. De l'avis de l'auteur, ils n'étaient même pas assez puissants pour s'opposer ou nier le soutien d'une politique fixée par les sages de la communauté juive. Pendant que les conséquences des voyages du docteur Herzl prenaient secrètement forme, il continuait ses périples. Il était pris d'une fierté innocente envers son élévation soudaine et aimait l'élégance de la société, l'habit et les gants blancs, les lustres et les réceptions. Les sages talmudiques de Russie qui avaient grandi avec le kaftan et les peyotes et se préparaient à le renverser dédaignèrent, mais utilisèrent ce personnage typique de l'émancipation occidentale. En 1903, il eut des expériences stupéfiantes, ressemblant à celles de Sabbatai Levi en 1666. Il alla en Russie et tout au long de son parcours des villes juives fut l'objet d'ovations messianiques venant des masses peu éclairées. À cette occasion, il chercha à persuader la Russie de mettre la pression sur le sultan sur la question de l'offre d'une société agréée en Palestine. Il fit quelques impressions sur le ministre de l'Intérieur russe, von Pervers, à qui il dit qu'il parlait pour tous les juifs de la Russie. S'il croyait cela, il fut bientôt détrompé. Il fit quelque chose qui révéla soit qu'il fut imprudemment courageux, soit tout à fait inconscient de ce qui se passa vraiment autour de lui. Cela arriva parfois avec de tels hommes, vraisemblablement pour renforcer ses arguments auprès de von Plever, avec qui il eût dû utiliser l'argument le sionisme ou la révolution.
Il recommanda vivement aux Juifs de Russie de s'abstenir d'activités révolutionnaires et discuter de leur émancipation avec les autorités russes. Ainsi écrivait-il son propre arrêt de mort politique. Et en effet, il mourut bientôt. Pour les sages talmudiques, c'était l'hérésie. Il était entré dans la pièce interdite. Il œuvrait à empêcher l'émancipation juive en Russie parce qu'il y voyait la perte de leur pouvoir sur la communauté juive. Si ces négociations avec le gouvernement russe avaient réussi, la pacification en Russie aurait suivi et cela aurait signifié la fin de la légende propagandiste de la persécution juive en Russie. Quand il revint pour s'adresser au 6e congrès de son organisation sioniste mondiale, sa destinée vint à lui sous la forme d'une masse compacte de juifs russes qui n'était plus simplement humiliante envers lui, mais menaçante. À l'instant de son fiasco, il pensa qu'il avait l'as d'atout dans sa poche, et il le sortit. Suite à ses entrevues à Londres et à la pression irrésistible qui le soutenait, le gouvernement britannique avait offert au docteur Herzl de la New Free Press de Vienne un territoire en Afrique, l'Ouganda. Si l'histoire rapporte quelque chose de plus étrange, je ne l'ai pas encore découvert. Pourtant, l'atout s'avère être un 295 délégués votèrent pour accepter l'offre, mais 175 la rejetèrent. Clairement, le docteur Herzl ne parlait pas en son nom de tous les juifs. La grande majorité de 175 non vint des juifs de Russie. Les foules juives entassées là avaient salué Herzl comme le Messie. Ces 175 émissaires du rabbinat de l'Est le maudirent, car l'Ouganda signifiait la ruine de leur plan. Ils se jetèrent à terre dans la posture traditionnelle de lamentation des morts ou de la destruction du temple. L'un d'entre eux, une femme appela le docteur Herzl de renommée mondiale un traître, et quand il partit, déchira la carte de l'Ouganda derrière l'estrade des orateurs. Si ce qu'il disait et écrivait était entièrement sincère, le docteur Herzl ne comprit jamais pourquoi les émissaires juifs de Russie refusèrent de considérer un autre endroit que la Palestine. Et si c'est vrai, ils devaient être les plus naïfs. Ils avaient créé son mouvement entier sur la revendication qu'un lieu de refuge était immédiatement nécessaire pour les juifs persécutés, et ces derniers étaient les juifs de Russie. Les juifs étaient entièrement émancipés ailleurs. Si c'était vrai, alors n'importe quel bon endroit ferait l'affaire, et là, ils s'en étaient procuré un pour eux. De plus, si n'importe lequel d'entre eux préférait rester en Russie, et que ces négociations avec le gouvernement russe réussissaient, ils pouvaient avoir tout ce qu'ils voulaient en Russie aussi. Du point de vue du rabbinat talmudique de Russie, la question était entièrement différente. Ils avaient aussi créé la légende de la persécution en Russie, tout en y travaillant contre l'émancipation, mais c'était dans le but d'accomplir la loi antique qui signifiait la possession de la Palestine et tout ce qui s'ensuivait, tel que la loi prescrivait. L'acceptation de l'Ouganda aurait signifié le jour du jugement dernier pour le judaïsme talmudique. Le docteur Weizmann décrivait l'humiliation finale du docteur Herzl. Après le vote, Herzl alla voir les juifs de Russie qui s'étaient détournés de lui et étaient partis dans la salle de leur comité. Il entra, semblant défait et épuisé. Il fut reçu dans un silence de mort. Personne ne leva de sa place pour le saluer. Personne ne l'applaudit quand il termina. C'est probablement la première fois que Herzl était ainsi reçu à une réunion sioniste, lui, l'idole de tous les sionistes. C'était aussi la dernière fois dans l'année le docteur Herzl était mort. À l'âge de 44 ans, on ne peut offrir aucune conclusion quant à sa mort. Des auteurs judaïstes s'y réfèrent en termes énigmatiques. L'encyclopédia juive dit que c'était le résultat de ce qu'il avait enduré, et d'autres autorités dont les allusions tout aussi façon obscure, quoique significatives, ceux qui au cours des siècles ont été l'objet d'anathèmes ou d'excommunication par la secte dirigeante sont souvent morts peu après et misérables. Le chercheur en vient à estimer que dans cette affaire, il approche des choses mystérieuses, fermées à toute recherche ordinaire. Ce qui est curieux, c'est que le bras droit intime et orateur principal de Herzl vit ce qui se tramait en ce moment-là et pour plus tard, avec une clarté totale, et fait montrer d'une préconnaissance aussi grande que celle de Léon Pinsker quand il décrivait la série d'événements auxquels mènerait la pression irrésistible sur la politique internationale de Pinsker. Au même congrès où Herzl subit son humiliation, Marx Nordau, un alias ou pseudonyme, son nom était
Suedfeld donna ce pronostic exact. Ouvrez les guillemets. Laissez-moi vous dire les mots suivants, comme si je vous montrais les barreaux d'une échelle menant toujours plus vers le haut. Herzl, le congressionniste, la proposition anglaise de l'Ouganda, la future guerre mondiale, la conférence sur la paix où, avec l'aide de l'Angleterre, une Palestine libre et juive sera créée 1903. Ici par là, l'initié, l'illuminé, l'homme qui connaissait la force et le but de l'international. Max Nordau aida le processus dont il prévoyait le cours en écrivant des best-sellers des années 1890 tels que La dégénérescence, dans lequel il dit à l'Occident qui était irrémédiablement corrompu. Même Max Nordau n'expliqua pas clairement sa conclusion jusqu'à sa fin logique. Un autre délégué le fit, le docteur Nahum Sokolov, qui dit « Jérusalem deviendra un jour la capitale de la paix mondiale ». Que l'ambition soit d'en faire la capitale du monde apparaît clair en 1956, alors que les gouvernements occidentaux sont dans la crainte quotidienne que le monde soit annexé à l'État sioniste. Que l'humanité constate que c'est la capitale de la paix, cela reste à voir. Après la mort du Dr Herzl, le Dr Shem Weizmann, le leader sioniste suivant, mena l'attaque contre l'offre de l'Ouganda et au 7e congrès de 1905, l'acceptation fut révoquée à son instigation. Dès ce moment, le sionisme fut l'instrument du rabbinat talmudique de l'Est et ceux du reste du monde. L'histoire de l'offre de l'Ouganda et son rejet méprisant montrent l'indifférence de la secte dirigeante au bien-être et aux vœux des foules juives, au nom de qu'il prétendait parler. En effet, quand on considère soigneusement la question, hostilité vient à l'esprit comme un mot plus vrai qu'indifférence. On le voit en examinant à son tour le sentiment exprimé concernant l'offre par les trois principaux groupes de juifs, ceux de l'Occident, ceux de Russie et une partie de la communauté juive, jamais ne serait-ce que mentionné dans tous ces échanges bruyants les juifs déjà en Palestine. Les juifs d'Occident étaient à ce moment-là fortement opposés au sionisme en tant que tel. Qu'ils mènent à l'Ouganda, la Palestine ou n'importe où ailleurs, ils voulaient juste rester là où ils étaient. Les juifs de Russie étaient dépeints comme ayant simplement besoin d'un lieu de refuge contre la persécution. Et si c'était vrai, l'Ouganda aurait pu leur plaire. De toute façon, les ovations frénétiques avec lesquelles ils reçurent le docteur Herzl suggèrent qu'ils auraient suivi n'importe quelle direction qu'il aurait donnée. Si le rabbinat leur avait permis, restent les juifs qui étaient déjà en Palestine. Cette communauté des juifs originels était ardemment en faveur du déplacement en Ouganda, comme les recherches permettent de le découvrir. Et pour cette raison, ils furent dénoncés comme traîtres par les Khazars judaïsés de la Russie qui avaient pris en main le sionisme. C'est ce que l'organisation sioniste à Tel Aviv disait toujours d'eux en 1945. Ouvrez les guillemets. C'était une vision dégradante et affligeante de voir tous ces gens qui avaient été les premiers à construire la Palestine juive de cette époque-là, niant et désavouant publiquement leur propre passé. La passion pour l'Ouganda devient associée à une haine mortelle pour la Palestine dans les foyers communautaires des premières colonies juives. De jeunes hommes instruits dans les écoles de l'Alliance israélite dénonçaient la Palestine comme une terre de cadavres et de tombes, une terre de malaria et de maladies des yeux, une terre qui détruit ses habitants. Ce n'était pas non plus l'expression de quelques individus. En effet, ce n'était que quelques individus ici et là qui restaient loyaux. Toute la Palestine était état d'effervescence. Toute l'opposition à l'Ouganda venait de l'extérieur de la Palestine, dont Sion même tout était contre Sion. Ce que les masses voulaient, juifs ou gentils, ne comptait pas depuis 1903. L'acceptation ou le refus ne faisait aucune différence. L'offre avait été faite et par elle l'Occident et son avenir furent impliqués dans une entreprise désastreuse de manière prévisible, comme le dit le docteur Weizmann, un gouvernement britannique s'engageant par cet acte à reconnaître les talmudistes de Russie et ceux du reste du monde comme le gouvernement de tous les juifs. Ainsi, il engagea aussi des générations futures de son peuple, et l'engagement semblable des Américains était de suivre une décennie plus tard, quand le chemin avait été préparé. De cet acte de 1903 vint le début des tourments de ce siècle. L'histoire de Sion devint par la suite celle des politiciens occidentaux qui, sous une pression irrésistible, exécutèrent les ordres d'une secte puissante. 1903 fut l'année triomphante de la conspiration
Et pour l'Occident, cela devait s'avérer aussi sinistre que 1914 et 1939, Première et Deuxième Guerre mondiale, années qui prirent toutes deux forme à l'ombre de cette conspiration.